Oui, donc nous en sommes à ce quatrième entretien sur l'efficacité symbolique, c'est comme ça que nous les avons appelés. Mais donc quatrième entretien, je voudrais quand même revenir un peu au point de départ de cette réflexion de longue haleine. Donc le point de départ, pour moi, c'était en début des années 80, donc une thèse de doctorat qui s'est finalement intitulée 10 ans plus tard, La décision sur soi, l'efficacité symbolique dans les psychothérapies. Donc c'était une interrogation au fond sur la montée en puissance des pratiques thérapeutiques, y compris dans ce qu'on appelait la thérapie pour les normaux, ce qui était quand même une bizarrerie. Donc la montée en puissance, et donc je travaillais à ce moment-là dans une équipe sous la direction de Michel Foucault avec Robert Castel, donc sur l'explication qu'on pouvait donner de cette montée en puissance. Ces explications qui étaient en vigueur à ce moment-là ne me satisfaisaient pas, donc je cherchais une manière d'en rendre compte qui soit plus efficace, donc, disons, qui est heuristique. Et donc la décision sur soi disait bien, je pense, la question, c'est donc cette question du caractère psychiquement épuisant, usant de ces sociétés modernes, démocratiques, laïques, donc, puisqu'elles obligent en quelque sorte leurs membres en permanence à décider de toutes sortes de choses. Alors que dans les anciennes sociétés, d'une certaine manière, les gens vivaient dans l'idée que beaucoup de choses étaient décidées en dehors d'eux-mêmes, c'était les dieux, les ancêtres, tout ça avait été décidé, et on devait simplement se couler, obéir, se couler dans des décisions qui avaient été prises auparavant. Donc ça c'était le... Bon, évidemment, j'ai retrouvé quelques années plus tard cette ligne de réflexion dans Le désenchantement du monde, donc le livre fondateur de toute la pensée de Marcel Gauchet, qui est encore et qui évidemment a été suivi de toute une série d'autres livres qui se sont spécialement interrogés sur la question de la laïcité, donc de la sortie de la religion, selon le terme que Marcel Gauchet utilise, mais la laïcité vue d'un point de vue politique. Donc c'est-à-dire finalement la laïcité vue d'un point de vue anthropologique, on pourrait dire, donc ce qu'on pourrait appeler homo laicus, c'est le titre que j'aurais donné à cette discussion, cette conversation. Homo laicus, il y a assez peu finalement de réflexions qui ont été menées là-dessus. Et je pense qu'aujourd'hui, donc je veux dire 50 ans plus tard, bientôt, nous avons vraiment besoin d'une réflexion de fond sur cette question. Donc, qu'est-ce qu'il en est de l'individu dans les sociétés laïques, donc hors religion, en quelque sorte. Religion voulant dire hors d'une organisation religieuse du monde. Alors, je reprends ici, donc, récemment, Marcel Gauchet, donc, à la suite de son dernier livre, a été interrogé par toute une série de radios, de télévisions, de podcasts. Et c'est à France Culture, donc à l'invité des matins de France Culture, le 2 février, que le journaliste lui cite une phrase qui se trouve dans les dernières pages du Désenchantement du monde. Donc, vous dites, parce que c'est une société psychiquement épuisante pour les individus, où rien ne les secourt ni ne les appuie face à la question qui leur est retournée de toutes parts, en permanence. Pourquoi moi ? Pourquoi naître maintenant quand personne ne m'attendait ? Que me veut-on ? Que faire de ma vie quand je suis seul à la décider ? Serais-je jamais comme les autres ? Pourquoi est-ce que cela, la maladie, l'accident, l'abandon tombent sur moi ? À quoi bon avoir vécu si l'on doit disparaître sans laisser de traces, comme si aux yeux des autres, vous n'aviez pas vécu ? Nous sommes voués à vivre désormais à nu et dans l'angoisse, ce qui nous fut plus ou moins épargné depuis le début de l'aventure humaine par la grâce des dieux. Donc ça, c'est la dernière page du Désenchantement du monde.
Et Marcel Gauchet lui répond, ben voilà, vous voyez, vous évoquiez tout à l'heure dans le journal le cas de ces applications qui nous permettent de dialoguer avec nous-mêmes grâce à l'intelligence artificielle, à l'IA. Il faut accepter l'idée qu'un monde meilleur se paye en difficulté d'être personnelle grandissante. Voilà ce qui me paraît de la vérité d'aujourd'hui. C'est reposant d'obéir, très fatigant, de devoir choisir en permanence et de devoir comprendre ce qui nous arrive et la nécessité où nous sommes d'y réagir individuellement sans que personne ne nous dise quelle est la ligne à suivre. Finalement, je comprends le confort relatif de sociétés misérables avec tout ce qu'on sait sur la difficulté de leur vie, mais qui était psychiquement rassurante. La nôtre est inquiétante et elle l'est de plus en plus inquiétante au fur et à mesure que nous y gagnons des avantages de vie incomparables. Je pense que c'est à ça que nous ne sommes pas préparés psychiquement et moralement. Alors c'est vrai qu'il y a très peu en réalité de réflexion sur cette question. J'en prends une parce que justement il fait allusion aussi à l'intelligence artificielle, un livre tout à fait remarquable qui vient de sortir par Julien Gobin, L'individu fin de parcours, le piège de l'intelligence artificielle. Donc il consacre une partie du livre à cette solution que représenterait l'intelligence artificielle, donc par rapport au problème que je mentionnais plus haut, mais il y a tout un passage qui reprend en quelque sorte la même intuition, donc un chapitre même, le chapitre 2, qui s'appelle « La difficulté d'être soi ». Et alors, la phrase introductive, « Se libérer des contraintes de la société pour retrouver son identité supposée est une chose, être capable de s'assumer et d'exercer sa liberté retrouvée en est une autre. » Donc voilà ce qui résume en quelque sorte la problématique. Nous sommes bien engagés dans cette orientation et nous aurons, je pense, nous n'avons pas d'autre choix que d'en assumer justement les conséquences et les conséquences psychiques et donc justement de nous montrer à la hauteur de ces idéaux que nous poursuivons, puisque ces idéaux sont en train de gagner le monde entier et que nous encourageons le monde entier à suivre les mêmes idéaux de égalité de l'homme et de la femme, démocratie, souveraineté populaire, etc. Donc voilà le problème qui est posé. Mais voilà donc le problème qui nous donne d'ailleurs l'impression parfois d'une fin du monde, alors qu'en réalité, on est dans des sociétés relativement stables, solides, avec des institutions qui viennent au secours des individus dès qu'il y a la moindre catastrophe, le moindre problème. Donc on est en fait dans des sociétés qui ont, je dirais, les pieds bien sur terre. Mais c'est plutôt dans la tête que cette liberté, donc cette liberté, ce fait il n'y a pas d'orientation et nous devons la trouver par nous-mêmes, nous devons faire un travail, ça demande un travail donc justement de nous orienter dans ce monde de la liberté. Donc il y a une espèce d'erreur, de difficulté de perspective, donc, puisque ces sociétés sont solides, on a des institutions extraordinairement efficaces, qui nous protègent d'une série de maux, mais qui demandent toujours un travail de décision, un travail d'adaptation, enfin de toute une série de la part des individus, donc qu'il leur demande en permanence, qu'il les met en permanence dans cette position de décision sur soi. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie, avec qui je vais mener ma vie, comment, etc., etc. Bon. Et ça commence très tôt, puisque les enfants sont éduqués aussi dans cette perspective. Et on pourrait donner évidemment
l'exemple qui a beaucoup agité l'actualité, je peux y compris choisir mon sexe si je ne suis pas content de ce que du sexe dans lequel je me trouve, du genre dans lequel je me trouve. On dit ben je passe dans l'autre genre. Et j'ai la possibilité de passer dans l'autre genre, mais encore, une fois que je suis passé dans l'autre genre, comme beaucoup de cas aujourd'hui, je peux encore revenir. Je me dis non, après tout, c'était pas une bonne idée, je reviens à mon genre antérieur. Bon, ça c'est évidemment le cas extrême, mais c'est simplement un cas qui témoigne c'est paradigmatique en quelque sorte de ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, par rapport à cette difficulté d'être, un recours évidemment évident, c'est la fiction, hein, le roman, le film, les séries, qui occupent une place absolument gigantesque dans la vie de nos contemporains, des heures passées dans le Netflix, etc. Enfin bon, donc tout ce monde ce voyage dans la fiction qui est un trait anthropologique, donc un trait anthropologique originel. Donc c'est pas du tout, nous sommes pas les premiers à nous évader dans des mondes rêvés, etc. Bon, puisque les religions, d'une certaine manière, aussi supposaient ce voyage dans l'autre monde. Hein, je me souviens, par exemple, que ma grand-mère, elle était en permanence avec son chapelet, elle récitait son chapelet, etc. Et toute la journée, elle était en permanence occupée dans l'autre monde. Et c'est un point, évidemment, avec, donc là, de nouveau, qui est très très peu considéré, parce que on est tourné vers l'efficacité, la transformation de ce monde-ci, l'économie, etc. Et donc on voit le droit, la technique, la manière dont on change le monde, et cette dimension-là, elle est présente, mais on la voit très peu. C'est très curieux comment le nombre d'heures qui est passé par des heures, hein, d'après les enquêtes, dans ce monde de la fiction, dans l'imaginaire, donc cette vie dans l'imaginaire, comment elle a très peu d'écho dans, je dirais, la littérature sociologique, anthropologique. Donc, je disais, encore un autre point, évidemment, il faudrait ajouter l'imaginaire, la fiction et les drogues qui facilitent cette échappée dans l'imaginaire. Alors, un point, je trouve, qui est très intéressant à signaler, c'est quand on veut comparer donc l'imaginaire tel qu'il se donnait à nos ancêtres dans les sociétés traditionnelles religieuses et aujourd'hui. Donc il y a quand même une différence fondamentale. Laquelle? Je la trouve dans ce livre de Michael Harner, Les Jivaros. Les Jivaros, donc c'est les tribus en Équateur là, qui ont été qui sont restées isolées très longtemps et qui donc présentaient encore dans les années. Ce livre a été publié en 72, présenté encore dans les années 50-60 un certain nombre de traits vraiment très de sociétés très archaïques, disons tellement. Et Michael Harner explique à un moment donné comment, donc, dans l'éducation des enfants, donc, il y a une manière assez subtile de réprimander les enfants, c'est de leur donner, donc, c'est de leur donner des médecines psychédéliques, celle dont on avait parlé la dernière fois, là, par propos du livre de Olivier Chambon, donc de leur donner des médecines psychédéliques et de leur dire, mais regardez, on va vous donner ces médecines et vous allez voir comment ce que vous disent vos parents sur les ancêtres ou les dieux
qui vont vous punir si vous n'êtes pas si vous ne marchez pas dans le droit chemin, ben vous verrez que c'est réel, vous allez voir à quel point c'est vraiment réel. Donc, d'une certaine manière, on pourrait dire, dans ces sociétés, la fuite dans l'imaginaire ramène dans le réel, ce qui est le vrai monde, le monde des ancêtres, il est aussi réel que le monde dans lequel nous vivons. Alors que pour nous, évidemment, nous savons en principe, nous savons qu'il s'agit d'un monde justement imaginaire, purement imaginaire, et qui ne renvoie pas du tout à une dimension collective. Et donc nous pouvons avoir ces imaginaires, donc des individus qui s'enfoncent dans un type d'imaginaire, par exemple dans des modèles identificatoires, et puis qui les mènent à des comportements, donc à des passages à l'acte, comme on dit aujourd'hui. Donc cette importance de la fiction, de l'imaginaire et des caractéristiques qu'il présente aujourd'hui me semble être aussi une dimension que l'on ne prend pas suffisamment en considération dans la réflexion sur notre monde tel qu'il va. Quand tu dis qu'il y a passage à l'acte, tu parles du rapport aux fictions ou du rapport aux drogues dans notre société? Ben, disons que une des préoccupations aujourd'hui des psychiatres, etc., ou de tous les gens qui travaillent dans le domaine de criminologie, la criminalité, c'est quand même mais c'est un problème très très compliqué, mais c'est le problème de savoir dans quel point ces modèles qu'on présente, ces modèles identificatoires et qui visent, donc, qui sont des supports à l'identification. Donc le processus en lui-même, il est connu psychologiquement, projection, identification, il est banal, je dirais, il n'est pas pathologique. Mais il est pathologique dans la mesure où on peut avoir de ces modèles qui vont, dont on ne sait pas s'ils influencent réellement le comportement. Alors c'est des sujets, des questions qui ont été, bon par exemple, ça a été étudié à fond, mais je prends un exemple. En Belgique, quand il y a eu le film C'est arrivé près de chez vous, avec Benoît Poelvoorde, qui était une espèce de criminel heureux, comme ça, un peu. Et qui, en même temps, se présentait comme quelqu'un de sympathique, de positif, etc. Et donc, ça a fait, dans les journaux, il y a eu des débats, des dossiers, une littérature énorme autour de cette question. Et bon, est-ce que ce film, évidemment, comment est-ce que quelle est la portée morale, ou plutôt immorale, dangereuse de ce film? Est-ce que c'est pas un danger? On a même dit, est-ce que tel criminel qui était passé à l'acte, là, n'avait pas été influencé par le film qu'il avait vu? Donc c'est quand même, donc bon, je pense que c'est très très compliqué, mais je mentionne simplement ça comme le fait que ce n'est que on n'est plus dans on n'est plus dans un univers collectif, donc de figures collectives dans lesquelles on a les figures du bien, les figures du mal, etc. Bon, bah, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, bon. Ok, donc moi, ce que j'ai compris jusqu'ici, c'est que dans les tribus ancestrales, traditionnelles, comme chez les Jivaros, il y a quelque part le monde de la réalité et le monde imaginaire, mais ils renvoient l'un à l'autre. C'est-à-dire que l'invisible est quelque part aussi réel que la réalité matérielle dans laquelle on vit. Et donc, bah voilà, quand on leur fait prendre des médecines, c'est pour être en contact avec ce monde invisible et pour se rendre compte qu'effectivement, il existe. Ce qui est très différent de voilà, nos sociétés où la fiction a un statut purement imaginaire. Donc il y a une forme de séparation entre les deux mondes, le monde du visible et le monde de l'invisible. Et voilà, mais on ne sait pas très bien quel est le statut de ce monde fictionnel. Est-ce qu'il a un réel impact direct? Est-ce qu'il est-ce qu'il y a l'identification à ces modèles ou à ces personnages, à ces figures de l'imaginaire peut créer des passages à l'acte ou pas? Voilà. Donc c'est le fait que le monde réel
le monde réel est, est un monde qui est pris en charge, donc qui est défini collectivement. C'est surtout ça. Donc c'est la société ou c'est la culture qui définit ce monde réel. Et donc le fait même de nous échapper dans l'imaginaire nous ramène à notre appartenance à la société. Et donc c'est ça, évidemment, c'est le problème de base de la sociologie qui a été souligné par Durkheim, c'est cette dissociation entre l'individu et la société qui exige en permanence ce travail de réarticulation. Au fur et à mesure, la société se déplace, elle change, mais comment est-ce que les individus peuvent de nouveau se réinscrire dans la société et, et- et donc là, on est devant... alors, je pense que la fiction, en fait, en général, ça demanderait une réflexion plus approfondie que celle qu'on est capable de mener ici. Mais il y a pas mal de fictions qui font le même, qui ont la même fonction, qui font le même, qui donc permettent aux individus de s'orienter dans dans leur société, donc dans leur morale, en présentant des modèles et donc tout ça est extrêmement mouvant, hein, mais on peut quand même voir à travers à travers ce mouvement, donc les problèmes, par exemple, les problèmes philosophiques, sociologiques de la société sont posés à travers ces fictions, très largement. Hein. Donc elles ont véritablement un rôle anthropologique tout à fait positif. On ne peut pas simplement les... Mais elles sont en même temps une fuite et donc on est là un peu sur une espèce de ligne de crête en permanence entre la fuite, l'addiction, le fait de mieux se trouver mieux finalement dans le monde imaginaire parce que le monde réel c'est vraiment très dur, et en même temps de trouver dans ce monde imaginaire des modèles, des perspectives, d'orientation, comme donc auparavant dans le monde ancien, la Vierge Marie était un modèle comme les saints, tous les saints. Il y avait des centaines de saints qui chacun était un modèle. On avait son saint patron, comme on disait, enfin, etc. On avait son ange gardien aussi également. Je trouve on gagne beaucoup en fait pour comprendre notre situation, toujours à la comparer, à la mettre comme ça à la situation ancienne telle qu'on a encore pu la vivre, parce que bon, finalement, des gens de mon âge, on a encore vécu dans le monde ancien d'une certaine manière, alors que à partir des générations qui viennent maintenant, ils n'ont plus aucune expérience, ils ne savent plus du tout ce que c'était ce monde, c'est un tout autre monde qui s'est mis en place. Mais donc ça demande d'une certaine manière une réflexion aussi très importante euh, sur cette notion de monde, justement, cette notion de monde. Hein, donc c'est-à-dire, pourquoi est-ce que c'est tellement important ce qui se passe dans le monde? Parce qu'on voit bien que c'est très important. Tous les gens, ils sont là, l'actualité, ils sont en permanence à guetter les mouvements dans le détroit d'Ormuz, qu'est-ce qui se passe. Donc il y a une espèce en permanence de sentiment qu'on n'existe que dans le monde. Alors là, je trouve quand même que c'est le... Il y a ce livre, ce cours de Heidegger de 1929-1930 qui pour moi reste un classique sur cette question du monde, donc dans lequel il part de l'idée de, au fond, pourquoi les gens s'ennuient, l'ennui. Qu'est-ce que c'est l'ennui? Alors, bon, on peut s'ennuyer à quelque chose, de quelque chose. Par exemple, ce film est ennuyeux, cette conversation est ennuyeuse, ce match de foot est ennuyeux, mais qu'est-ce qu'on s'ennuie, bon, qu'est-ce qu'on s'emmerde, même, franchement, ils sont mauvais, il n'y a pas d'action. Ça, c'est une forme d'ennui. Mais on peut aussi s'ennuyer sans qu'il y ait, sans qu'il y ait rien véritablement qui nous ennuie. Ce n'est pas quelque chose qui nous ennuie, c'est simplement l'ennui, c'est le temps. Donc, par exemple, on est dans l'aéroport,
on attend le départ de l'avion, on attend, on est dans la gare, on attend le départ, bon, et on attend, et alors, donc c'est le fait même d'être là, de passer le temps, qui génère une espèce d'ennui, hein, qui fait que, par exemple, avant, les gens, si on allait dans un hall de gare, on voyait les gens, ils avaient tous un journal ou un livre. Aujourd'hui, ils ont tous un téléphone, ils sont toujours, on voit bien ça dans le métro, dans le tram, partout, toute la scène publique, les gens sont dans leur téléphone et on a parfois envie de dire, attention, vous allez vous... Donc, ils sont en permanence. Donc, comme si justement, comme s'il fallait combler ce vide, combler cet ennui qui est en fait le temps lui-même. Et Heidegger dit ça. Donc cette deuxième forme de l'ennui nous amène à poser la question d'une autre forme d'ennui profond. Il y a un ennui profond. Qu'est-ce que c'est que cet ennui profond? Alors il dit, bah oui, c'est l'ennui typiquement humain. C'est un ennui anthropologique parce que l'animal, il ne connaît pas, pour autant qu'on puisse savoir, il ne connaît pas ses ennuis. L'animal, il dit, il a cette expression extraordinaire, merveilleuse, l'animal est pauvre en monde. Il est pauvre en monde, il vit dans le cercle de ses instincts, de ses pulsions, etc. Il est enfermé, en quelque sorte, là-dedans, mais il est pauvre en monde. Alors que l'homme, lui, justement, il est un configurateur de monde. Donc l'homme est un configurateur, c'est-à-dire que l'homme ne peut vivre que dans cette perspective de configurer le monde. Sous deux formes, faut-il toujours ajouter, par rapport à ce que disait Heidegger, donc la forme religieuse hétéronome ou la forme laïque autonome. Mais de toute façon, dans les deux cas, l'homme reste un configurateur de monde. Mais seulement, on pourrait dire que dans le monde de la religion, donc l'homme configure le monde comme étant déjà configuré avant lui. Hein, donc c'est ça le paradoxe. Donc l'homme est un configurateur de monde, donc cette question du monde et donc de l'ennui on n'en sort pas. Alors on peut évidemment trouver des passe-temps, et faire, on peut vivre dans le divertissement, hein, c'est déjà la question, mais on reste quand même toujours aux prises avec cette question-là. À laquelle répond alors, à laquelle répond quoi? À laquelle répond finalement? À laquelle répond, je pense, l'importance dans le monde d'aujourd'hui que prennent les jeux, l'action. Hein. Il y a un article de Goffman qui est extraordinaire aussi, qui s'appelle, il est très peu connu d'ailleurs, en français c'est mal traduit, les lieux de l'action, mais il appelle ça Where the Action is, donc là où il y a de l'action. Donc nous avons un besoin en quelque sorte de vivre, de vivre dans l'action, d'avoir le sentiment qu'il se passe quelque chose, qu'il y a un enjeu, qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer pour nous et que nous, donc, comme il y a un enjeu, il y a une incertitude, il y a un risque, nous pouvons perdre, nous pouvons gagner, mais nous pouvons aussi perdre. Et donc, toute la réflexion, encore une veine sociologique très importante, mais qui a été peu suivie également, donc on la retrouve chez des auteurs comme Roger Caillois, ce classique, Les Jeux et les Hommes, ou chez Paul Lyonnais, donc, qui a écrit ce livre Jeux, mots de masse. Paul Lyonnais a beaucoup réfléchi sur les sports, les jeux de hasard, etc. Mais donc, ils ont pris une importance déterminante dans notre monde. Ça fait partie, véritablement, on pourrait dire, les jeux, hein, ça fait partie de cette définition même de l'homo laicus. Hein. Donc j'avais une question par rapport à Heidegger. Tu dis que donc l'humain est spécifiquement configurateur de monde, là où l'animal est pauvre en monde. Pauvre en monde. Et que donc ça crée un rapport très
spécifique à l'ennui, un rapport au temps. Est-ce que tu peux peut-être préciser encore un peu donc, le lien entre l'ennui et cette potentialité de configurer le monde? Oui, donc c'est le temps, c'est justement, donc le temps, c'est ce qui est spécifique à l'humain. Nous vivons dans le temps, hein. Donc nous vivons en quelque sorte dans le temps et nous vivons dans l'histoire. Mais nous ne vivons pas seulement dans l'histoire, nous faisons l'histoire. C'est nous qui faisons l'histoire. Donc nous sommes dans ce nouvel élément depuis Hegel, en quelque sorte, hein, Hegel, Marx. Nous sommes dans ce nouvel élément. Donc d'où d'ailleurs l'importance des idéologies, puisque les idéologies, ce sont ces discours qui nous permettent de nous expliquer où nous en sommes dans le temps, où nous voulons aller et où nous en sommes actuellement et comment nous allons passer du passé, comment nous allons pouvoir donc assurer la transition du passé au futur. C'est ça les idéologies, ce type de discours avec trois grandes idéologies, le conservatisme, le libéralisme et le socialisme, donc qui sont une sorte de structure psychique, en quelque sorte, mentale du monde. Donc nous vivons dans l'histoire. Et donc, justement, donc, en dehors de cette histoire, il y a, il y a le sentiment que donc, le temps c'est rendu possible, en quelque sorte, par le vide qu'il y a. Le vide, nous ne sommes pas entièrement pris dans nos instincts, dans nos pulsions, dans notre vie organique, biologique. Nous ne sommes pas simplement des vivants, en quelque sorte. Nous sommes autre chose que des vivants. Et c'est en cela donc, c'est en cela que nous sommes menacés par l'ennui, puisque ce n'est qu'en étant présent à cette histoire, en étant dans cette histoire que nous pouvons, dans cette histoire, comme auparavant on était dans la religion, maintenant on est dans l'histoire. Donc ce n'est qu'en étant dans cette totalité, c'est une espèce Il y a encore une autre expression de Heidegger, il dit, un peu au début, il dit, c'est très bizarre, chez les hommes, il y a ça, la nostalgie c'est bizarre, la nostalgie de quoi? La nostalgie de l'entier. De l'entier, le tout, etc. Et donc, nostalgie de l'entier, et d'ailleurs, bon, donc c'est ce qui définit, dit-il, la finitude de l'homme. L'homme ne peut pas. La finitude, c'est pas simplement le fait nous sommes finis, nous ne sommes pas des êtres infinis, mais c'est que nous sommes des êtres finis, mais en rapport toujours avec quelque chose qui dépasse cette finitude. Donc alors, on peut appeler l'infini ou la totalité ou l'entièreté. Donc le monde, ça me paraît être là. Donc c'est d'ailleurs le titre, le titre du livre, Monde, les concepts fondamentaux de la métaphysique, monde, finitude, hein, qui définit comme ça, et solitude, parce que nous sommes seuls finalement à affronter cette dimension-là de notre existence qui ne nous quitte pas. Et alors du coup, je me demandais par rapport à la dimension du jeu, tu disais les jeux, les sports, ont, voilà, quelque part, ont une importance cruciale dans nos sociétés. Est-ce qu'elles ont un statut différent? Est-ce qu'elles ont une fonction différente que dans d'autres sociétés? Alors, je répondrai en prenant un topic, en quelque sorte, quelque chose qui est connu de tout le monde, qui est à la charnière justement entre ces deux moments, ce monde de la religion et le monde de l'histoire, le pari de Pascal au XVIIe siècle. Le pari de Pascal, c'est déjà, donc selon Pascal, c'est déjà l'obligation où nous sommes de parier, de jouer. Donc d'une certaine manière, vous devez jouer, vous devez parier. Et donc vous avez un gain infini qui est possible après la mort, dans l'au-delà, pour finalement une dépense très faible. La mise est très très faible,
dans l'ici-bas pour le gain infini. Donc, tandis que vous risquez de perdre tout si vous ne misez pas sur ce gain que vous assure le fait de vivre dans dans la religion chrétienne. Bon. Donc, je dirais que ça, c'est un moment charnière parce qu'il y a déjà la décision sur soi, il y a déjà l'obligation de jouer, donc déjà la liberté qui est donnée. Donc, ce n'est même pas, vous pouvez choisir autre chose, vous pouvez choisir. Mais donc cette décision sur soi, elle porte encore sur quelque chose qui est finalement qui est de l'au-delà, mais qui est en même temps en englobant, donc qui concerne toute la vie. Tandis que on pourrait dire que là, donc cette idée de l'obligation de décider sur soi, de décider de jouer en permanence, elle est devenue, euh, elle, elle elle n'a plus, elle a perdu en quelque sorte cette dimension de totale ou de collective. Donc cette dimension de gravité en quelque sorte. Donc elle se retrouve en permanence, mais elle se retrouve dans toute une série de choix que nous avons à faire, de paris que nous avons à prendre, etc. Et donc, donc on ne perçoit plus dans une série de décisions que nous prenons, on ne perçoit plus donc cette dimension de gravité qu'elle a pour l'ensemble de notre vie et l'ensemble de la vie de l'humanité en quelque sorte. Oui, On donc ne le perçoit plus, je veux dire, on le perçoit plus, c'est quelque chose qui est un peu, qui s'est un peu effacé dans notre monde. oui, donc si je comprends bien, on leur donne un statut de divertissement, alors qu'en fait, il s'agit presque de choses existentielles qui touchent à, enfin, des besoins fondamentaux euh, enfin, voilà, de gagner, de perdre, de se mettre en rapport avec d'autres équipes, ou, enfin voilà, l'importance du sport qui n'est pas que un divertissement notamment. Non, mais donc c'est pour ça que je trouve le football est tout à fait paradigmatique par ça, parce que quand on voit l'importance que ça prend psychologiquement, donc le fait, bon, bah, les, les gens, les supporters, l'Union Saint-Gilloise, est-ce qu'on va encore gagner? Enfin, bon, on se dit, bon, c'est du pur divertissement, ça. Non. Donc il peut y avoir des gens, il peut y avoir des gens qui disent, mais c'est stupide ce football, regardez, c'est 11 types qui courent après un ballon, bon, et puis ils se bagarrent, mais pourquoi on en fait un tel truc? Ça n'a pas de sens. Enfin, et puis d'autres qui sont complètement pris là-dedans et qui jouent, ils jouent leur vie d'une certaine manière. Ils sont être supporters, c'est une part importante de leur identité. Hein. Donc, bon, d'autant plus importante que, évidemment, les identités collectives nationales sont affaiblies et que donc il y a cette dimension un peu tribale du football, mais qui est très très réelle, qui est vraiment à prendre très au sérieux. On va voir la Coupe du Monde, on va voir ce qu'elle va donner. Alors l'intérêt de la Coupe du Monde étant, je fais un peu des divertissements, mais c'est pour préparer un peu on va vivre là-dedans encore dans les prochains mois. Donc c'est à la fois que on a les identités collectives et l'organisation du monde en nation sur le plan politique et les identités donc individuelles qui sont absorbées en quelque sorte hein, donc via le football donc on a une adéquation en quelque sorte temporaire hédoniste comme disait Jean-Pierre Le Goff hédonisme patriotique enfin dans ce truc de l'hédonisme patriotique où on a le réel politique et l'imaginaire sportifs qui se rejoignent Mm. Oui, et c'est vrai que temporairement. ça devient, oui, enfin, disons que c'est des expériences qui sont quand même, qu'on ne retrouve que là, quoi. Enfin, qu'on retrouve là, qu'on peut retrouver peut-être dans des manifestations, mais en tout cas une sensation effectivement, de perdre de plus être uniquement dans son individualité
et de rejoindre quelque chose de plus On grand. se trouve ouf, on est là quand on est là tous, enfin tout le monde. Ben, d'ailleurs, c'est très intéressant aussi que dans ces manifestations, les gens, plutôt de regarder, ils pourraient voir les matchs à la télé chez eux, mais la plupart du temps, ils vont dans des cafés, dans des séances publiques, donc des écrans, des écrans géants. Et puis, c'est évident que cette année, comme ça se déroule en Amérique, au Canada et au Mexique. Donc c'est un autre fuseau horaire. Donc on va avoir des matchs qui vont se dérouler en pleine nuit. Je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui vont rester debout. Maintenant, ça dépendra ici en Belgique où va l'équipe nationale, mais Ok. on va voir.